Bonjour à toutes, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'intervenir dans le cadre de la conférence Réinvention 360 qui est organisée par My Private Coach App. Moi, je suis Marie, je travaille dans l'équipe et nous allons aujourd'hui discuter de vos activités un petit peu professionnelles qui se rejoignent avec le secteur de la mode, de l'art, de la culture, du cinéma et de la beauté. On va un petit peu discuter sur ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, ce qui a un petit peu impacté chaque secteur et d'avoir vos points de vue de professionnels sur ce qui s'est passé et ce que vous avez comme projet pour la suite. Je vais vous demander de vous présenter une par une. Camille, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Bonjour. Moi, je m'appelle Camille, je suis blogueuse depuis 10 ans et à côté de ça, j'ai mon entreprise où je travaille dans la communication. J'accompagne des marques sur leur stratégie de com, sur l'influence marketing et autres sujets en rapport avec le secteur. D'accord, super. Martine, Je m'appelle Martine Meloul, j'habite à Los Angeles depuis 20 ans. Je viens du secteur de la mode de luxe. J'étais pendant 17 ans chez BCBG, Max Azria. Et j'ai fait une transition professionnelle il y a 4 ans maintenant et je suis devenue productrice de cinéma. d'accord, super. Virginie, Bonjour, je suis Virginie Legourt. J'ai créé le magazine Rebellissime. C'est un magazine en ligne, c'est un lifestyle féminin. Je viens de la presse écrite. J'y suis restée pendant 15 ans dans la presse féminine et généraliste. Et puis j'avais envie d'avoir plus d'échanges avec les lecteurs et d'être plus réactive. Et voilà, maintenant le magazine a 4 ans. Ça se passe plutôt bien. Voilà. ok, super. Petite mouche. Lise, Alors bonjour à toutes, moi c'est Lise Delorme. J'ai créé Makeup Institute Miami en 2018. C'est un institut de formation en maquillage professionnel pour les francophones à Miami. Donc il propose des formations 2 en 1, cours d'anglais plus cours de maquillage. Et depuis janvier 2019, je fais également des workshops en France. Donc un peu partout en France, on se balade avec mon équipe et on forme des futures maquilleuses et maquilleurs. et pour finir, Flore. Alors moi, je suis Flore Gérard de Langlade, j'ai 30 ans et je viens de rentrer vivre à Marseille après une expérience de presque 18 mois comme styliste chez Chloé à Paris pour créer ma propre marque de prêt-à-porter. Et voilà, c'est vraiment le tout début de l'aventure. Ok, super. Donc c'est ma première question, c'était une question que je pense que tout le monde un petit peu se pose et qui s'adresse peut-être à vous toutes et plus particulièrement à Camille. C'est vrai que pendant le confinement, il y a le secteur du digital qui a complètement explosé pardon, avec l'utilisation de tous les réseaux sociaux, toutes les activités qui sont un peu transposées sur Internet. Et du coup, c'est vrai que le poste que tu as de social media manager, il est devenu, et il devient depuis plusieurs années, mais d'autant plus avec ce qui se passe aujourd'hui, de plus en plus commun dans les entreprises et chez les particuliers. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que, voilà, en tant que professionnel de l'influence digitale, est-ce que voilà, ce marketing digital, ça va devenir l'avenir du marketing qu'on connaissait aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est sûr que en fait, avec cette période de confinement, il y a des marques qui, alors il y a eu les deux cas de figure. Il y a des marques qui se sont dit, bon bah moi je vais tout miser sur l'influence marketing parce que j'ai un produit qui fait que chez soi on peut l'utiliser. Je pense par exemple aux repas qui sont livrés tout prêts ou autres. Il y avait beaucoup de marques qui ont joué là-dessus sur l'influence marketing. Et d'autres, elles se sont dit, bah moi je vais faire science radio parce que c'est pas le moment de consommer, de pousser à une surconsommation, surtout qu'on va faire travailler les livreurs. Enfin voilà, il y avait vraiment ces deux options. Il y a des entreprises voilà, qui ont fait profil bas et d'autres qui ont sorti sur la vibe. Après, c'est sûr que l'influence marketing, elle existe maintenant depuis plusieurs années. Elle va crescendo, c'est de plus en plus dans tous les secteurs maintenant. C'est-à-dire que même une boutique de grossiste de vêtements va utiliser un influenceur pour parler de sa boutique. Hein. Et je pense que effectivement, ça va prendre une part de plus en plus importante. Et je pense en tout cas que ça devrait être mieux géré au niveau des droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi, ne met pas forcément quand c'est sponsorisé ou pas, qu'il y a une marque derrière.
ça prend de l'ampleur, c'est sûr, mais je pense que il faudrait qu'il y ait que ça soit mieux encadré, en tout cas sur le plan, sur le droit du travail et autres droits d'image, parce que ça part un peu dans tous les sens, malheureusement. D'accord. Et Flore, Lise, Martine, bon, Virginie, vous êtes déjà bien sur du coup le format Internet, mais est-ce que du coup vous avez déjà anticipé cette transition avec vos activités ou alors du coup vous la découvrez? Est-ce que vous pouvez nous en parler de comment votre activité de styliste, j'y pensais là avec ce qui s'est passé, il y avait l'annulation des Fashion Week. Du coup, est-ce que il y avait des difficultés qui étaient rencontrées pour promouvoir une collection, pour parler un peu de sa marque? Moi, si je peux parler du cinéma, parce que c'est maintenant mon activité, je pense que le marketing digital était déjà là, en très grande force, et je pense dans tous les secteurs. Il y a eu cette transition, c'est passé déjà il y a quelques années. Je pense qu'elle a été renforcée, que les gens se sont rendus compte de son pouvoir encore plus. Et moi, je suis en train de lancer une app que je lance d'ici 15 jours. Et maintenant, je suis en train de chercher community manager, quelqu'un qui va pouvoir créer du content, quelqu'un qui va pouvoir travailler sur les SEO, parce qu'on sait que c'est le moyen de communication de nos jours avec notre audience. Et dans le cinéma, au niveau en tout cas du cinéma indépendant, qui ne peut pas se permettre de mettre des millions et des millions et des millions de dollars, je ne parle pas des studios évidemment, mais je parle de mon cas, en billboards et en pub, etc. Le marketing digital est essentiel. C'est la clé du cinéma indépendant, c'est la clé, c'est le seul moyen qu'on ait pour que l'audience, le target audience, découvre nos films. Et c'est devenu, c'est primordial. Et donc, moi, je suis en train de m'éduquer beaucoup parce que je pense que le travail d'un producteur, c'est aussi de savoir comment atteindre son audience et ça passe par le marketing digital. Donc, je suis en train de m'éduquer sur ce niveau-là parce que c'est très gentil de faire un film, c'est beaucoup de risques financiers, mais si on ne sait pas ensuite comment le vendre, à moins de le vendre à une plateforme, Netflix, Amazon, qui vont faire plus ou moins le marketing pour vous, et encore, très souvent, ils vont juste le mettre là-bas et laisser les gens découvrir en espérant qu'ils vont le découvrir. Le seul moyen, c'est de faire du marketing digital. Donc, je pense que c'est quelque chose qui existait déjà depuis un moment. Moi, quand j'ai quitté BCBG, on en faisait déjà beaucoup. Mais c'est de plus en plus et chaque année, ça augmente, quoi. Chaque année, ça augmente et chaque année, les gens se rendent compte de l'importance de ce genre de marketing. Social media, etc. Les influenceurs, de nos jours, on ne paye plus des celebrities pour faire du marketing, mais on va voir des influenceurs parce qu'ils ont plus de reach qu'une célébrité. Non, c'est vrai, mais en plus pour le cinéma, c'est vrai que c'est assez, comment dire, c'est déjà une grosse compétence d'être capable de pouvoir faire un film. Alors de greffer la compétence de maîtriser tout ce qui est social media, c'est le but du film à la fin, c'est de le vendre. Le but du film à la fin, c'est que les gens le voient. Donc si vous investissez de l'argent, enfin vous trouvez de l'argent, des investisseurs, etc., pour que le film ne soit pas vu, ça ne sert à rien. Donc à la fin, un film, moi je viens du côté business de la mode. Et à la fin, un film, c'est un produit comme un vêtement que je dois concevoir de la meilleure manière possible, au meilleur prix possible, pour pouvoir le vendre à l'audience à qui elle est destinée. Excusez-moi si mon français, des fois, je ne fais pas des phrases très cohérentes. C'est parfait. Et du coup, les autres, Lise, est-ce que du coup l'utilisation des social media, ça a une grande présence pour toi? Je sais que tu as créé l'Institut à Miami et que du coup, avec cette période-là, il y a tout qui a un petit peu fermé, clairement. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, cette période et comment est-ce que tu vois les prochains mois à venir, même les prochaines années, puisque finalement, on est un peu dans le flou par rapport à ce qui va se passer. Donc, si tu peux parler un petit peu. En France avant le confinement, donc j'ai eu le temps de faire quelques formations en France avant que tout s'arrête. Oui, malheureusement, je n'ai pas de formation en ligne et c'est là où la question est venue à se poser pendant le confinement. Tout se passe en ligne maintenant et c'est vrai que de ne pas avoir filmé
ou même prévu des cours sur mon site internet ou autre. Mais ça a fait qu'on a perdu de l'argent déjà d'un côté, perdu des potentielles clientes et on a dû tout de suite rebondir là-dessus. Donc heureusement qu'on est très actifs sur nos réseaux sociaux, sur l'école, donc Instagram, Facebook, et on a fait beaucoup de live, beaucoup de stories, on s'est mis à faire des tutos, voilà, que moi j'avais jamais fait, parce que bon, je suis maquilleuse de formation, mais c'est vrai que là je m'occupe de tout ce qui est business, donc je laisse un peu de côté le maquillage, donc ça m'a fait revenir dedans. Et voilà, donc on s'est beaucoup filmé, mais oui, les formations en ligne, c'est ce que je prévois de toute façon pour le Make-up Institute et pour que ça soit aussi accessible au monde entier et pas seulement à juste Miami ou la France. Voilà. Donc Mais c'est ça le grand avantage du digital, c'est qu'on a accès au monde entier. Et c'est ça qui est magique, en vrai. C'est ça qui est incroyable, je pense. Tout le monde est encore préparé à se former, pour moi, pour les formations, à se former en ligne, donc sans avoir de contact vraiment, mais surtout pour des métiers qui sont où vous devez pratiquer pour apprendre. Donc là, ça veut dire qu'on vous envoie une vidéo, mais vous devez pratiquer chez vous. Donc c'est plein de questions qui se posent et savoir comment mettre ça en place pour que ça soit une bonne formation, mais en même temps voilà, que la personne ne se sente pas, en fait, ne dise pas « Ah bon, mais c'était pas assez pour moi et maintenant je vais vraiment vouloir faire une formation avec du contact. » Donc voilà, tout ça, c'est en train de se mettre en place, mais je pense que dans les années qui arrivent, on se formera uniquement en ligne ou beaucoup plus en ligne à 80%. J'espère. Ouais, non, c'est sûr que c'est une transition, en tout cas, dans laquelle on est tous un petit peu actuellement. Et Flore, j'avais une question pour toi, du coup, comme tu es upcoming fashion designer, est-ce que tu te sens complètement en adéquation avec cette tendance-là qui est digitale par rapport à ton métier de styliste, ou est-ce qu'au contraire, tu penses que ça va être compliqué? Comment est-ce que tu vois les choses? Moi, c'est vrai que c'est des questions que je ne m'étais pas vraiment posées parce que pour moi, c'était l'après dans mon process de création de marque. Et je me suis rendu compte que le confinement allait vraiment bousculer mon calendrier et que j'allais pas pouvoir présenter une collection au moment où je pensais le faire. Et du coup, il y a eu un vrai questionnement sur comment, en tout cas, donner l'envie aux gens et montrer que je suis en train de faire quelque chose qui va éclore après tout ça. Et donc, c'est vrai que j'ai pas mal utilisé les réseaux sociaux pendant le confinement. D'abord pour faire un peu des appels aux dons, parce que j'ai pas mal travaillé pour les EHPAD, hôpitaux, etc., pour des matériaux pour produire du matériel de protection. Donc, ça a été un premier pas vers mon réseau. Et ensuite, j'ai aussi utilisé la plateforme d'Instagram pour montrer un peu l'intimité, les coulisses de comment est-ce que ça se passe dans mon atelier, qu'est-ce que je fais pendant ce confinement, comment est-ce que j'utilise tout ce matériel que j'ai à disposition. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens sont super attirés aussi par ce côté intime et le côté voilà, manuel. Comment est-ce qu'on monte une pièce, comment est-ce que moi je vais aller utiliser mon mannequin ou ma machine ou voilà, un peu rentrer dans les coulisses et ça fait du buzz un petit peu de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est un médium que je suis vraiment obligée d'utiliser, sachant que je ne vais pas pouvoir utiliser un dispositif habituel pour l'instant pour promouvoir mon travail. Ouais, c'est vrai que c'est un challenge assez présent, même dans n'importe quel métier, mais je veux dire d'avoir ce côté réel, de contact, parce qu'il y a forcément des choses qui doivent être palpables. Donc là, par exemple, avec les vêtements, je veux dire aussi, Lise, comme tu disais, avec le maquillage, il y a quand même besoin d'avoir une prise de contact. Et Virginie, justement, vous êtes déjà en ligne avec avec votre magazine en ligne Rebellissime. Mais ma question, c'était donc votre contenu. J'imagine que avant cette période-là, vous alliez le chercher avec ce qui se passait. Et vu que là, il s'est passé des choses du moins différentes, comment est-ce que vous avez changé votre contenu? Comment est-ce que comment vous êtes allé chercher votre contenu? Au départ, on voulait pas. Au départ, on n'avait pas vraiment l'intention de se focaliser sur le virus. Et puis, on a vu que tout tournait autour du virus et que les gens qui se connectaient pour lire les pages étaient intéressés par des sujets de quel impact sur mon sommeil, qu'est-ce que c'est la chloroquine, en fait, tous les sujets
quelles que soient les rubriques, même les rubriques mode, où c'était comment s'habiller chez soi, comment rester jolie à la maison. En fait, on tournait vraiment autour de ce sujet-là. Du coup, on s'est forcément inspiré des questions que se posaient les gens. Et le contenu, on a eu une semaine de battement avec les attachés de presse qui étaient un peu comme une période de silence, en fait, où les gens étaient un peu sans réaction. Et après, tout s'est très vite remis en place. On a commencé à recevoir des communiqués de presse, à communiquer sur d'autres sujets, mais aussi intensément. Et du coup, ça n'a pas trop changé mes méthodes de travail, si ce n'est qu'il y avait plus d'interaction finalement avec les lecteurs. Peut-être parce qu'ils étaient là et qu'ils réagissaient et qu'ils étaient plus en demande. C'est là que pour moi, ça a vraiment changé. Et plus disponible. Tout le monde était plus disponible en fait. Plus disponible. Pour écouter, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que je me suis demandé si les échanges que vous avez eus avec les gens, peut-être, et vous toutes d'ailleurs de manière générale, parce que moi c'est ce que j'ai ressenti de mon côté, ils étaient plus profonds parce que les gens avaient plus de temps et du coup on s'attend à ce que ce soit moins pertinent de ne pas voir les gens, de ne pas discuter avec les gens et qu'au final, du coup peut-être le contenu de vos articles et des sujets que vous avez abordés était plus enrichissant que... En fait, j'ai l'impression que ça allait avec l'intérêt que les gens ont porté à leur santé, à leur famille et à leurs proches. Et du coup, ils se sont recentrés un peu sur sur leur personne. Et à côté de ça, ils étaient très réceptifs au sujet de bien-être, de santé, de valeurs. Et dans les échanges avec les personnes avec qui je travaille d'habitude, ça se voyait aussi, c'est-à-dire que c'était moins superficiel. On a commencé à avoir des petits prenez soin de vous qui apparaissaient dans tous les mails qu'on s'échangeait, mais ça avait l'air vraiment profond, c'est-à-dire quand quelqu'un me demandait de quoi vous avez besoin, j'avais vraiment la sensation qu'il se demandait de quoi j'avais besoin et que c'était plus une formule. Voilà. Moi, j'ai la sensation aussi que les gens se sont autorisés à être curieux sur des sujets qui les touchaient peut-être pas forcément de prime abord, mais qu'ils ont un peu ouvert leur champ d'intérêt et qui se sont intéressés à des sujets. Moi, la première, par exemple, à la santé, le sport, etc., où on se rend compte que les gens avaient besoin d'interaction avec tout un tas de métiers, de personnes d'horizons différents. Et c'est ce qui a, en tout cas, je pense, poussé les gens à utiliser de plus en plus ces réseaux-là, de plus en plus à utiliser les magazines en ligne. Enfin, on pouvait limite plus accéder non plus à la presse écrite. Donc, il y avait aussi ce besoin d'aller vers l'info et vers la relation virtuelle, puisqu'au final, on la pratique depuis des années sans vraiment en ressentir nécessairement le besoin. Et là, on n'avait plus que ça. Donc, je pense que les gens se sont aussi beaucoup accrochés à ce qu'ils pouvaient trouver en ligne. Oui, c'est vrai. Et Camille, du coup, toi qui es la spécialiste de tout ça, de tout ce qui est réseaux sociaux, de la manière de promouvoir un petit peu son activité, quel conseil t'aurais à donner à toutes celles qui sont là, à tous ceux qui nous regardent sur comment dire, sur la direction à prendre par rapport à ça? Qu'est-ce qui sont les clés d'un bon social media manager, par exemple? Qu'est-ce qui est important dans la promotion? Ça intéresse Martine. Oui, en fait, ça m'intéresse, s'il te plaît. En fait, aujourd'hui, les gens, quand ils vont se renseigner sur une entreprise ou un coach ou peu importe, les premières choses qu'ils vont faire, c'est plus aller sur Google. Surtout les jeunes, ils vont aller sur les réseaux sociaux. Ils vont voir quelle est la crédibilité de cette personne. Ils vont voir s'il y a beaucoup de likes, s'il met beaucoup de contenu, s'il met à jour ses réseaux. Et ça, malheureusement et heureusement, parce que en fait, finalement, les réseaux sociaux aussi sont pas tenus à jour parce que la personne n'a pas le temps, parce qu'elle n'a pas les compétences, parce que ça la dépasse. Et les gens vont se dire, en fait, c'est pas terrible. Et puis ils vont passer à une autre personne, en fait. On claque des doigts, on trouve un autre service, une autre personne, etc. C'est primordial aujourd'hui d'avoir des contenus mis à jour, des contenus sur les réseaux sociaux, des choses qui font rêver, mais pas que. En fait, par exemple, pour une marque, il faut pas juste montrer le catalogue, il faut montrer, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut montrer les backstage, il faut raconter une histoire. Voilà, aujourd'hui, les gens, ils veulent voir qu'est-ce qui est derrière cette marque, qui sont les gens, comment c'est produit, etc. Donc, c'est sûr que
je ne sais pas si le confinement a changé cette donne, mais en tout cas, les gens se sont peut-être montrés plus curieux parce qu'avec le confinement, effectivement, on a mis en avant ces problématiques sur la planète, en fait, sur la surconsommation. Donc, les gens sont en train de se dire, peut-être qu'en fait, je consommais trop, maintenant, j'ai mon restaurant, j'achète moins. Et si je faisais attention aux marques, quelles sont leurs valeurs, comment elles produisent. Donc, voilà pour une marque. Et puis, j'imagine que pour les coachs ou pour les créateurs, il y a aussi ce côté de mettre en évidence les valeurs et je trouve que c'est bien de mettre en avant justement qui sont ces personnes derrière les marques, en fait, que ce ne sont pas juste des gens qui sont là juste pour faire des ventes, avoir de l'argent, etc., mais qu'il y a une plus-value et c'est des gens, je pense, qu'ils vont se tourner vers ça. Enfin, je l'espère en tout cas pour la planète. Je pense que tu as complètement raison, c'est les valeurs. Les gens recherchent des valeurs Ouais, et je crois qu'il y a une phrase qui dit c'est pas le quoi, mais c'est le pourquoi. Et c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi. Et c'est pour ça que les gens sont intéressés de voir comment Flore fabrique une robe et sont curieux et veulent savoir qu'est-ce qui la pousse, elle, à devenir designer. C'est ça qui est intéressant. Parce que des gens qui font des modes, des marques, il y en a 50 milliards. Mais quelle est la marque qui correspond à vos valeurs, à vous? Et si la marque ne montre pas ses valeurs, elle ne trouvera pas son audience. En fait. Parce que maintenant, les gens, les vêtements pour les vêtements, je pense que c'est plus ce qui les titille, quoi, ce qui les motive. Et je pense, comme vous l'avez dit aussi, c'est que les gens se sont recentrés et ont retrouvé des valeurs. Et se sont peut-être moins individualistes, moins consommateurs, moins. Cette période a permis une réflexion sur soi-même, une réflexion sur sa famille, sur ses amis. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés super seuls, tout seuls, chez eux et qui ont eu besoin de connecter, qui se sont posé des questions. Je pense on a eu 3 mois de réflexion, de grandes réflexions, et je pense que ça a permis de remettre un peu des pendules à l'heure et des choses en place sur qu'est-ce qu'on avait tous à courir, pourquoi, comment, et je pense que c'était important, quoi. C'est un peu un wake-up call. Ouais, je pense que les gens ont aussi besoin de ressentir l'authenticité chez l'autre et de voir en fait voilà ce qu'on a dans le ventre, ce qu'il y a derrière et le work in progress, ça fait aussi partie d'une façon de se dévoiler et de montrer son authenticité, son honnêteté, comment est-ce qu'on donne du soin aussi à ce qu'on fait et que c'est pas juste comme vous le disiez juste avant, juste du business et juste du produit, mais qu'il y a quand même quelque chose qui nous porte derrière, qu'il y a une âme dans ce qu'on fait et qu'on y met du soin. Ouais, c'est un petit peu le paradoxe de se dire on a le progrès vers le numérique, les gens avaient peur que ça perde de son authenticité, de plus être vraiment dans les vraies choses. Et du coup, avec ce confinement, on a un peu redécouvert les vraies choses, mais du coup, on n'avait pas le choix que de les découvrir avec le digital et d'être avec, voilà, d'être connecté. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, mais qui, comme tu disais Martine tout à l'heure, nous permet d'accéder à des choses où on ne peut pas avoir accès en bas de chez soi, quoi. Donc on peut connecter avec des gens du monde entier et c'est un vrai challenge. C'est génial de pouvoir faire des meetings. Moi, je fais des meetings avec des gens qui sont à Paris. Voilà, regardez là. Moi, je suis à Los Angeles, Marseille, Paris. C'est génial. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Enfin, qu'on pouvait faire, mais auquel on ne pensait pas, en vrai. Parce qu'on pensait qu'il y a juste la relation face à face qui existe. Mais donc, je pense que ça a quand même apporté beaucoup. Et j'allais vous demander à toutes, qu'est-ce que du coup cette période a changé professionnellement pour vous? Est-ce qu'il y a eu un changement et du coup vous allez choisir une orientation qui est différente pour avancer dans cette activité-là? Est-ce que vous pensez que voilà, il y a des nouveaux enjeux aujourd'hui qui sont dans ces secteurs de la mode, de la beauté, de l'art, de la culture, du cinéma, même de l'influence, parce qu'il y a eu tellement de... Enfin, je pense que même les communautés des influenceurs qui étaient déjà présentes avec ce concentré de personnes sur les réseaux sociaux, c'était aussi quelque chose à gérer. Je ne sais pas si toi, Camille, il y a eu beaucoup plus de gens qui t'ont suivi et du coup, il fallait garder cette authenticité sur les réseaux sociaux aussi qui est difficile à garder, je pense, quand on a énormément de gens qui nous suivent. Donc du coup, Lise, toi, tu disais tout à l'heure par rapport à la création de formations en ligne, est-ce que tu as pensé à d'autres choses? Est-ce que tu as des nouveaux projets pour la suite? Pour l'instant, les projets, c'est de reprendre l'activité en vrai. Donc là, moi, je reprends dans la semaine prochaine.
j'enchaîne les formations et oui, ça va être de tourner des formations, de même faire du contenu vraiment sur nos réseaux sociaux. Instagram, c'est là où il y a tout ce qui se passe. À un moment donné, je me suis même mis sur TikTok. Alors là, c'est vraiment les plus jeunes, mais bon, tout le monde s'y est mis pendant le confinement, tout le monde a voulu rigoler à faire ça. Et moi, j'ai fait beaucoup de challenge make-up parce qu'il y en avait beaucoup. Donc voilà, non, mais c'est. Et puis j'espère qu'il y a d'autres plateformes même qui vont s'ouvrir pour vraiment mettre du contenu même plus professionnel. Là, on a vu que Zoom, c'est bien pour faire des conférences, mais bon, à part les personnes qu'on invite, personne ne peut nous regarder. Les lives, c'est quand même plus interactif, on va dire. Tout le monde peut rentrer, regarder. Voilà, il n'y a pas besoin d'invitation. Mais oui, c'est de faire du contenu voilà, vraiment sur les réseaux sociaux et booster ça à fond et faire beaucoup de partenariats, moi, j'espère. J'en fais déjà avec des filles qui ont fait de la télé-réalité. Donc on les maquille. Là, par exemple, j'ai fait un demi-body painting ça parle peut-être pas à tout le monde, mais aux sœurs d'Ask, donc qui ont fait de la télé-réalité. Donc ça va passer sur leur chaîne YouTube. Elles ont 1 million d'abonnés, donc ça fait de la pub. Donc c'est ça aujourd'hui aussi qui marche et qui cible un peu plein de monde. Voilà, plein de monde. Il faut choisir sa communauté aussi, pour pas cibler les trop jeunes. Tout à fait, c'est vrai. Virginie, est-ce que du coup, il y a des nouvelles choses qui se sont passées, qui vont orienter un petit peu ton travail ou pas? Ou c'est resté... En fait, oui, ça a changé. Nous, ça va nous permettre finalement de recruter des journalistes, mais aussi ça nous conforte dans l'idée que on doit partager, échanger des informations à travers le monde sur des sujets comme la mode, l'éthique. Ça nous permet de se dire on va poser une question en France et voir comment elle s'analyse sur les 5 continents avec d'autres journalistes francophones qui peuvent nous éclairer sur comment est perçue cette question ou comment on porte tel ou tel vêtement, quelle signification ça peut avoir. Et cet échange-là, ça nous a conforté dans l'idée que c'était vraiment important d'ouvrir la rédaction à cet échange. C'est notre projet, voilà. D'accord, ok. Et Martine? Je rebondis un peu sur ce que dit Virginie. Je pense qu'on utilisait depuis déjà 2-3 ans le mot de globalisation. Et là, je pense qu'on y est encore plus, quoi. Et il va y avoir encore plus d'échanges entre les gens, je pense, de différents pays, etc. Moi, mon niveau au cinéma, ça va être compliqué parce que les tournages, il paraît qu'on peut recommencer à tourner à partir de vendredi, que les cinémas ici réouvrent aussi à partir de vendredi en Californie, mais à 25% de capacité, donc vous imaginez. Et de faire des tournages, je sais pas, des comédies romantiques, mais les acteurs ils peuvent pas s'embrasser ou des choses comme ça. Les sets vont être compliqués, donc je sais pas ce qui va se passer, les prix vont augmenter. Donc moi, en tout cas, j'ai mon app, donc je vais me concentrer aussi pas mal sur mon app et développer ça à fond. Voilà. Donc on va voir. Sinon, je retournerai dans la mode. Ok, oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que le luxe, on dit souvent que c'est le secteur le moins impacté quand il y a une crise. Et comme tu as travaillé longtemps là-dedans, même si c'est plus ton secteur principal, est-ce que tu as un avis sur le retour? Est-ce que tu penses que ça va être une industrie qui va se modifier également ou... Je pense que cette année, je compare avec 2008. Où il y a eu une grosse crise, en tout cas aux États-Unis, et où j'étais chez BCBG, on avait en gros 3 marques. On avait BCBG Génération, qui était un petit peu moins cher, BCBG qui était en mid-range, et on avait Hervé Léger. Hervé Léger, c'est ce que j'appelle notre marque de luxe. Camille doit connaître, on fait des défilés, on fait Fashion Week, etc. Et à cette époque-là, BCBG Génération était très, très impacté, mais Hervé Léger l'a été très peu. Cette fois-ci, je pense que il n'y a pas que le pouvoir d'achat qui est impacté cette fois-ci. Il y a tout le supply chain, il y a tout le développement des collections, il y a de A à Z, il y a un impact. Et donc, je pense que à cause de ça, tout le monde va être impacté et qu'il ne va pas y avoir de secteur qui ne sera pas impacté. Il y en a qui vont être impactés positivement, et moi je parle maintenant dans le cinéma des streamers de Netflix et de Amazon Prime et de toutes les plateformes qui se développent là-dedans, et il y en a négativement. Je pense que le luxe va être impacté négativement.
D'accord, ok. Ne serait-ce que parce que les chaînes de production et tous les fournisseurs, tous les développeurs sont dans la même situation que tous les autres métiers. On ne peut pas se fournir, on peut pas produire, on peut pas même pas payer à partir de collections qui ont été vendues avant, puisque les magasins étaient fermés. Donc il y a aussi tout ce... D'un coup, il y a eu un gros stand-by, mais sur tout. Donc Tout à fait. pour pouvoir vendre déjà ce qui est en attente et ce qui a été produit et qui n'a pas été distribué, ça va déjà faire vraiment un stop à la chaîne de production. Et ça, enfin, je pense que déjà les maisons vont être obligées peut-être de venir chercher dans ce qui a déjà été fait, comment le remettre en valeur, comment ne pas gaspiller toute cette énergie et tous ces produits qui ont été faits en amont et qui n'ont pas pu être soit shootés dans des éditoriaux ou des campagnes, soit qui n'ont pas pu être promus lors des habituels showrooms qui font venir les acheteurs du monde entier. Comment rebondir avec ce néant de la consommation et le refaire partir. Et c'est clair que pour le coup, vraiment, le luxe, je pense que c'est même encore plus impacté que justement les marques qui sont plus accès, c'est plus facile. Et ouais, je pense que ça va être un sacré challenge. Il y a deux autres éléments. Non, je disais qu'il y avait deux autres éléments. C'était, moi, je vois à Los Angeles, Rodeo Drive est vide, alors que Rodeo Drive, normalement, est plein. Donc, c'est là qu'il y a tous les magasins de luxe d'Asiatiques. Les Asiatiques, ils ne vont pas venir pendant un moment, je pense. Donc, oui, ça, et en plus que le luxe n'est pas forcément acheté en ligne quand on va. Il y a des gens pour qui un achat de luxe, c'est un achat coup de cœur, mais c'est pas forcément les plus fréquents. C'est souvent un achat sur lequel on réfléchit, on a envie de toucher, on a envie d'essayer, on a envie de pouvoir avoir aussi tout cet univers qui va avec l'achat, pas juste recevoir le colis en carton. Et voilà, il y a tout ce qui est aussi packaging, il y a tout cet univers, tout le soin qu'apportent les vendeurs, etc. Enfin, il y a le verre de champagne. Ça change tout. J'ai dit, il y a le verre de champagne qu'on vous offre. Oui, par exemple. Non, mais c'est vrai que le luxe, je pense que ça va être le secteur qui va transitionner en digital le plus difficilement, en fait. C'est complètement vrai ce que dit Flore. D'accord. Et donc, du coup, en termes de projet, Flore, pour toi? Moi, je suis justement en train d'essayer de réfléchir à modifier mon modèle économique initial, qui était vraiment de cibler une fabrication vraiment luxe haut de gamme et d'essayer de revenir à des savoir-faire plus locaux, donc essayer de penser déjà français, local, donc Marseille et ses alentours, puisque c'est une ville qui a un vrai passé industriel, mais qui a aussi des petites mains qui savent vraiment bien faire leur travail, et surtout d'essayer de penser un peu plus raisonnable, non pas seulement sur la consommation, mais aussi sur la production. Donc peut-être revenir à des séries plus limitées, des pièces vraiment valorisées, pas seulement par leur qualité, mais aussi par le fait qu'elles deviennent peut-être plus rares, et essayer de rebondir sur cette vague-là, en tout cas, parce que moi, de mon propre ressort, j'ai plus envie d'aller vers le local et d'aller vers le raisonné. Donc, je me dis que peut-être que j'aurai aussi une cible de ce côté-là. Ok, d'accord. Et Camille? Alors, on va dire que comme c'est un petit peu repris, l'économie, quand même, on va dire qu'elle reprend. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Bon, il y a des marques qui ont souffert et qui vont souffrir pendant longtemps. Je pense surtout aux marques d'entrée de gamme. Elles, ça se passe pas très bien. Je pense à Promode, Naf, bon, ça c'est un peu plus up, mais il y a beaucoup de marques, ça va pas du tout le faire dans le milieu des vêtements, en tout cas textile, prêt-à-porter. Mais je gère des réseaux sociaux pour des marques de prêt-à-porter qui sont pas du tout entrée de gamme ou milieu de gamme. C'est plutôt début un peu luxe. Disons que le pantalon, ça commence à 150, 180 euros. Eux, en fait, ils s'en sortent vraiment bien. Pendant le confinement, leur vente, ça n'a pas arrêté. Mais vraiment, les gens continuent de commander. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comme il y a une reprise, toutes les marques, elles se mettent à refaire beaucoup de publicité sur les réseaux pour essayer d'écouler leur stock aussi, et puis de dire coucou, on est là, achetez-nous. Donc moi, c'est là mon job, c'est de faire en sorte de encore plus démarquer ces marques-là.
et de mettre l'accent, comme d'hab, moi je vais mettre l'accent sur les valeurs, sur la qualité, sur la durabilité du produit. Mais on dirait que maintenant, je sais pas, c'est comme si tout ça, tout ce qui s'est passé, il y avait un blackout et là, tout a repris et tout le monde veut absolument survendre ses produits. Il y a de la pub partout, sans arrêt. Et on se dit, mais en fait, le matraquage a repris et recommence, en fait. Donc, moi, en fait, avant, pendant et après confinement, pour moi, c'est pareil parce qu'il y a toujours eu de la pub, il y en aura toujours, mais je trouve quand même aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'avant. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je suis pas là pour juger, mais en tout cas, les marques, je pense qu'elles investissent encore plus dans la pub sur les réseaux digitaux, en tout cas dans le digital. Je pense qu'elles ont compris que effectivement les gens n'ont plus envie de, pour l'instant, aller en boutique. Donc on privilégie le digital. Donc qui dit digital dit pub sur Facebook et autres, enfin sur tous les supports qu'on peut connaître hein, sur plateforme. Mais donc voilà, l'objectif aujourd'hui, je pense, c'est encore plus de démarquer sa marque et son produit vraiment en misant, encore une fois, sur les valeurs, l'expérience utilisateur et l'histoire de marque. Je répète, mais c'est ça qui fait la différence avec les marques lambda qu'on peut connaître, les grandes enseignes. Et quels conseils tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans ce métier qui est nouveau pour certaines générations et qui va sûrement devenir de plus en plus présent dans toutes les entreprises? Tu parles pour la partie social media manager. Pardon. En fait, je pense que déjà, on ne se lance pas social manager comme ça. Il faut connaître l'univers, il faut avoir travaillé chez l'annonceur ou dans une agence, peu importe. Il faut avoir une base de clients aussi et d'influenceurs parce que qui dit social media manager dit forcément influence marketing. Et si vraiment on veut réussir à faire développer la notoriété d'une marque et son image, c'est sûr, c'est important de passer par des influenceurs. Mais attention, pas n'importe qui, pas n'importe comment. Et là encore, je vois, j'ai des exemples concrets hein, de marques qui font tout et n'importe quoi, qui prennent la première influenceuse ou le premier influenceur lambda sans vérifier les stats, sans vérifier s'il y a vraiment des vrais followers, des vrais likes. Alors que maintenant, aujourd'hui, il faut savoir, toutes les marques, tout le monde peut récupérer les infos gratuitement sur beaucoup de plateformes pour éviter de se faire avoir par des fake influenceurs. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et méfiez-vous des influenceurs et influenceuses qui font des faux concours pour faire gagner des iPhones et j'en passe. Franchement, eux, blacklistez à vie, mais ne travaillez pas avec eux, je vous jure, ne faites pas cette erreur, vraiment. Mais vraiment. Ok. Et Lise, un petit conseil pour celles et ceux qui voudraient se lancer aussi dans le métier de make-up artiste? Même si c'est vrai que le métier de maquilleur est un métier de contact, donc dans tous les cas, il faut être sur les réseaux sociaux dans le sens où aujourd'hui on n'a plus de book papier, on a un Instagram quand on est maquilleuse, donc c'est ce qu'on présente en premier quand on démarche des potentiels clients pour montrer ce qu'on sait faire. Il y aura toujours ce métier de contact, donc c'est un très beau métier, c'est un métier artistique, c'est un métier où on embellit une personne qu'on va rencontrer, qu'on maquille souvent pour des moments exceptionnels de leur vie, donc des mariages, des événements voilà, où elles font appel à une maquilleuse, parce que c'est vrai qu'on fait appel à une maquilleuse moins souvent qu'une coiffeuse ou une manucuriste, mais on la garde pour justement des événements plus spéciaux. Mais je conseille, et puis de toute façon quand on est une femme il faut avoir des bases en maquillage même pour soi-même pour pouvoir s'embellir, et en fait c'est juste en mettant des ombres, des lumières sur un visage qu'on arrive à avoir un super résultat tout en gardant sa beauté naturelle, donc voilà. Je recommande de au moins suivre des tutos sur les réseaux sociaux. Maintenant, l'information est à portée de doigt, je vais dire, hein, à portée de vos doigts sur l'ordinateur. Même des tutoriels de filles qui sont passionnées, qui veulent juste transmettre parce qu'elles aiment ça. On peut en trouver des très bons aussi sur YouTube. Merci. Martine, même si le cinéma, du coup, c'est déjà, en plus, en étant à Los Angeles, à Hollywood, j'imagine que ça peut être un petit peu saturé, ça peut faire peur, mais du coup, si vous avez des conseils à donner à ceux qui aimeraient se lancer là-dedans et du coup, en parlant encore de cette transition digitale. Moi, au niveau du cinéma, ça dépend de ce que vous voulez faire dans le cinéma. Il y a beaucoup de métiers. Et l'une des choses que je conseille pour les débutants, c'est toujours de faire des stages. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir
faire 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an dans plusieurs compagnies pour apprendre. Moi, je dis, il faut apprendre. Moi, je suis retournée à l'école. Je suis retournée, j'ai refait des études pour apprendre le cinéma parce que je ne voulais pas débarquer sans rien connaître et sans rien comprendre. Donc, je pense qu'il faut faire des stages. Et, et ensuite, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est tellement vaste le cinéma. On va être du côté créatif, du côté business. C'est difficile de donner des conseils. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cinéma indépendant va être très touché, et très touché en tout cas aux États-Unis. Donc, ça va être très difficile. Et moi, je sais que je pense de plus en plus à me rediriger à, à créer des packages, en fait. C'est-à-dire de trouver un bon script, d'attacher un bon réalisateur, euh, quelques bons acteurs, et avant de prendre aucun risque financier, d'aller voir les streamers, d'aller voir les Netflix, les Amazon, les Apple Plus, les Disney Plus, les HBO Max. Il y en a une nouvelle Peacock maintenant, Universal. Enfin, il y en a une nouvelle tous les jours. Et de leur proposer les packages et de voir si ça les intéresse ou pas. Parce que si ça les intéresse, ils vont le financer. Et moi, je ne prends pas de risque. Parce qu'à la fin, si je fais un film et que je ne trouve pas d'audience, je ne vois pas l'intérêt. Donc, là, au moins, je ne prends pas de risque. Je propose un package. Celui qui veut le package, il le finance. Si on n'en veut pas, on ne le fait pas et on fait un autre package. Et donc, c'est un peu... Et je me suis aussi redirigée vers les séries télé. Donc, je suis en développement sur 2 séries télé parce que ça marche vachement bien. Et qu'ils ont besoin de toute façon, ils ont besoin de content. Ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de streamers et qui vont avoir besoin de beaucoup de content. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses à faire. Il faut juste les faire intelligemment. Et pour ceux qui démarrent, faire des stages pour apprendre. Ne pas se lancer juste la tête la première. Parce que c'est un métier très difficile. Merci beaucoup. Voilà. Et Virginie, alors c'est vrai que c'est déjà difficile d'avoir un magazine en ligne aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Quels seraient vos conseils pour se démarquer ou pour pouvoir faire un peu la différence? Je pense qu'un magazine en ligne, ça t'offre, c'est un peu l'avenir de la presse écrite qui doit se réinventer parce qu'il y a les habitudes de lecture ne sont pas les mêmes. Et les conseils que je donnerais, c'est d'essayer d'apporter un plus et d'apporter sa plus-value, en fait, peut-être sa vision des choses ou un savoir-faire ou une connaissance qu'on a en particulier. Et surtout de respecter toujours les règles du journalisme, c'est-à-dire de creuser, vérifier ses sources, parce qu'il y a tellement de fake news et de gens qui perdent toute crédibilité qu'il y a quand même une carte à jouer sur le sourcing, d'où ça vient et de faire très attention aux informations qu'on met en ligne, qu'elles soient de qualité, quel que soit le sujet. Merci beaucoup. Et pour finir, Flore? Je ne sais pas si j'ai assez d'expérience pour donner des conseils, mais en tout cas, je pense que c'est primordial d'avant de se lancer, en tout cas de façon indépendante, il faut connaître le métier et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que moi, je suis designer, mais j'ai aussi appris une partie du process de développement et de communication qui entoure une collection. Mais je pense qu'en tant que créateur de marque, ce qui est important, c'est de réfléchir vraiment à son storytelling et à qu'est-ce qu'on peut apporter de différent et de plus de ce qui existe déjà. Donc, je ne dis pas nécessairement de faire quelque chose d'exceptionnel et qui n'existe pas, mais en tout cas d'apporter une vraie valeur ajoutée en sachant vraiment vendre un concept, une histoire et trouver sa cible avant de vouloir faire à tout prix n'importe quoi et produire pour vendre parce que je pense que ça ne peut pas marcher. Voilà. C'est la même chose que le cinéma. Il faut trouver la cible d'abord et ensuite faire le produit pour. Et c'est un peu le même système, c'est-à-dire trouver le bon showroom, trouver le bon commercial ou la bonne personne qui va savoir aussi mettre en valeur la bonne agence de presse, pas forcément faire confiance à n'importe qui et à la première personne qui va proposer un booth sur un salon. Enfin, c'est vraiment choisir scrupuleusement et ne pas trahir non plus ses valeurs. C'est pareil que pour tous les
pour tous les intervenants de ces métiers-là. Ok. Écoutez, merci beaucoup à toutes. C'était très intéressant de discuter avec vous. J'invite tous ceux qui nous regardent à vous retrouver sur notre application My Private Coach App. S'ils ont plus de questions à vous poser aussi, maintenant, on sait que vous êtes disponible sur les réseaux après cette discussion, on espère en tout cas. Donc voilà, c'était très sympa. Et puis, encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.